Flavien Bézi, vous êtes urbaniste chez Au Plus Urbaniste. Quels sont pour vous les principaux marqueurs du logement social en milieu rural ou en milieu urbain ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors, dès le départ, je trouve la question un peu académique, donc on va essayer de rendre ça concret. Je vois depuis ce matin qu'en plus, vous avez je trouve la pertinence de rendre tous nos sujets très incarnés. Et donc, je trouve que ça colle aussi à ce qu'est l'enjeu du logement social. Et pour y répondre dans un premier temps, j'ai envie d'interroger un peu la relation du logement social au territoire et vice-versa, surtout par le vécu et le perçu, parce qu'il y a quand même une forte persistance rétinienne hors professionnelle sur le logement social qui lui colle à la peau du fait de ces marqueurs géographiques, historiques et sociologiques. Et je trouve que l'enjeu de la territorialité du logement social, au-delà de où est-ce qu'on en fait, quels sont les besoins, elle est importante parce qu'elle vient replacer aussi l'humain au sein de ces sujets et des dynamiques que l'on a connues et que l'on s'apprête à connaître pour répondre aux besoins. Donc c'est des questions culturelles, des questions politiques et des questions sociales. On l'a vu en introduction que le département mobilise très fortement. Parmi les marqueurs effectivement historiques, j'apprendrai rien à personne, on part historiquement d'une imagerie plutôt très populaire et moderniste dans l'élan et la dynamique de construction de logement social, très empreinte par une figure qui est celle des grands ensembles. Et puis progressivement, on voit bien qu'on bascule dans des perceptions plus contrariées, voire plus contrariantes, avec des sujets de la banlieue, étymologiquement ça dit tout, hein, au banc, et de relégation. Et c'est là tout le tiraillement de la question du logement social et que la rénovation urbaine essaie d'inverser, de travailler depuis entre autres un quart de siècle. En milieu rural, c'est plus compliqué. Alors attention, il y a la généralité et il y a la Dordogne. Parce que expliquez-nous ça. Je trouve très intéressant de rappeler, et je ne me serais absolument pas approprié cet élément, dans le sens où quand on dit qu'on est passé de 90-10 à 50-50, en introduction, ça démontre bien aussi l'attention qui est portée ici sur le département à mailler le territoire. Et ça, je pense que dans la géographie du logement social, c'est donc deuxième marqueur, c'est un particularisme assez fort. Et pour travailler sur, en particulier, les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, on ne le trouve pas partout. C'est un témoin assez fort d'une géographie plutôt du peuplement que du logement. Et j'entends par là une phrase clé qu'on a pu échanger en phase préparatoire qui n'a pas été finalement annoncée, je crois, sur la première table ronde. C'est que habiter, c'est pas que se loger. Tout à fait. On peut être amoureux de la langue et penser que habiter et se loger sont des synonymes, ça n'est absolument pas le cas. Et moi, j'aime bien cette petite phrase, on a l'occasion de s'être rappelé, parce que la notion d'habiter, c'est pas qu'une adresse. Et donc, je considère que le logement social n'est pas une fin en soi, peut-être pour le locataire dans son parcours, mais c'est surtout un moyen. Et du coup, du point de vue sociologique, il est vrai que dans le milieu urbain, du fait des périmètres, de la politique de la ville, on connaît assez bien la composition et on la suit. Dans le milieu rural, c'est plus compliqué, c'est plus diffus, c'est moins suivi, et peut-être tant mieux, statistiquement. Mais on connaît mal, c'est plus invisible, la question du patrimoine social de la ruralité, sauf peut-être en Dordogne, du fait de ce maillage et de cette spécificité-là. Je trouve que c'est important parce que dans les marqueurs, cette réalité-là, j'ai envie de dire de peuplement, elle amène aussi une certaine banalisation du logement social. Et j'en reviens au vécu perçu, à cette notion de territorialité. Il y a ce que l'on vit quand on vit dans un logement social et à ce que l'on perçoit quand on est entouré ou que l'on croise ou que l'on voit des logements sociaux. En mettant de côté un peu le brouhaha médiatique qu'il y a toujours autour du sujet du logement social, je pense qu'il y a une forme d'égalité qui s'opère sur ce territoire-là, ce département, qui est assez particulière et qui a tendance à banaliser, à positiver aussi la place du logement social dans le territoire. Il faut rappeler aussi, ça l'a été, c'est que dans ces marqueurs, il y a, au-delà de l'imagerie architecturale qu'on peut avoir attachée au logement social, et ça sera peut-être évoqué en suivant, il y a une qualité d'habitat que tout le monde reconnaît. On sait que le bailleur a toujours été à la pointe
de la qualité. On parlait de la surface, de la luminosité, de la typologie. Au-delà du patrimoine moderne, on a un patrimoine plus contemporain sur de l'intermédiaire, de l'individuel, les enjeux de compacité, de ZAN, tout ça. Il y a tout un travail de recherche, développement autour de formes d'habitat qui correspondent à des besoins que les bailleurs sociaux savent animer et rendre concrets. Donc quand on s'interroge sur l'attractivité, on s'interroge aussi d'abord peut-être sur la réponse à des besoins et à anticiper, devancer ce que sont les modes d'habiter de demain et les besoins des populations. Pour finir, je voudrais juste revenir à quelques fondamentaux qui, moi, m'intéressent dans des démarches de projets que l'on engage. Alors effectivement, je n'ai pas présenté en introduction ce sur quoi on travaille. En particulier sur la Dordogne, on a eu une grande mission assez fondatrice dans notre boulot chez O+. C'est quand on a animé le projet des pôles structurants de la vallée de l'Isle en Périgord, donc déclenché par le pays à l'époque. Ça va bientôt faire 10 ans, je crois. Et on était sur un sujet très concerté, multifonctionnel à l'échelle des bourgs, et qui plaçait la question de l'habitat. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette question de l'habitat? Elle dit qu'à un moment, la place du logement social est aussi un levier pour venir corriger ce que le marché n'arrive pas à corriger, la vacance, la dégradation, la qualité patrimoniale, on l'a vu. Et que de ce point de vue-là, la problématique de répondre à un besoin par le logement social devient une opportunité pour une vraie dynamique de projet et de développement. Donc pourquoi est-ce que j'évoque ça? C'est parce qu'au-delà de la notion d'attractivité, c'est un peu le mythe de la croissance, hein. Derrière, c'est le marketing, c'est comment on est attractif, comment on se distingue, comment on se différencie. On doit aussi penser par le logement la question de l'accueil, des communs, des récits collectifs, des perspectives de ce qu'offre du déjà là, que ce soit en grands ensembles ou en centre ancien, et l'avenir de ces modes d'habiter. Je citais cette expérience des pôles structurants. On en a développé énormément depuis 2-3 ans, entre autres via les accompagnements que porte l'ANCT sur des pôles en revitalisation ou des pôles ruraux, qui placent toujours la question de l'habitat, parce qu'on pressent, enfin en tout cas on constate que le logement social peut souvent venir sauver des bourgs. Il vient prendre la place de ceux qui n'y viennent pas encore, entre autres le privé. Il a cette qualité d'être assez banalisé. On a fait du logement municipal pendant des années, donc voilà, finalement, par analogie, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un professionnel qui gère ça. Mais il vient gérer des contraintes patrimoniales fortes, des démographies parfois en berne, ou très marquées par le vieillissement, ou des besoins très, très spécifiques. Et surtout, il porte l'idée qu'on peut continuer d'habiter les lieux. Et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a à nouveau des déprises démographiques, mettre du logement là où on a besoin d'habiter, c'est aussi assurer qu'on continue d'y vivre et on continue d'y habiter. Donc je trouve que c'est un formidable levier et soutien pour des lieux de vie. Au-delà de prendre soin des habitants, c'est aussi prendre soin des lieux de vie. Dernier point, parce qu'on l'a évoqué en phase préparatoire, pendant longtemps, on a associé l'habitat social à la notion de quartier populaire. Et puis on se rend compte dans le verbatim général qu'on a abandonné cette notion-là. Peut-être parce que voilà, moins dans l'air du temps pour des politiques nationales. Mais nous, dans les projets, on dit souvent que le côté populaire, c'est ce qui va sauver l'âme d'un projet, l'âme d'un lieu de vie. Et le logement social en est peut-être le premier levier. Parce que populaire, ça veut dire acceptable, vivant. Ça redore un peu tous les effets de solidarité, de lien social, de vivre ensemble, qu'on a tant de mal à réinventer. On l'a vu avec les questions d'individualisme. Et du coup, cette notion de lieu de vie, d'espace de vie, dont la composante serait le logement social, doit, à mon avis, avoir cette exigence de redorer un peu le blason de ce terme de populaire, qui est juste un terme porteur pour des notions de vivre ensemble que portent en particulier, me semble-t-il, les bailleurs sociaux. D'ailleurs, quand vous l'écrivez, vous écrivez populaire, comme pour l'accentuer. Oui, je le scande. Oui. Je le scande. On retombe sur des notions qu'on a abordées sur la première table ronde, à savoir que oui, il y a le logement, il y a les 4 murs, mais il y a quand même tout ce qu'il y a autour. Bonjour Christophe Libaud. Bonjour. Vous êtes architecte. Oui.
Du point de vue architectural, comment les logements ont-ils évolué pour répondre aux différents besoins qu'on a évoqués depuis le début de cette matinée ? Je vais essayer de répondre à cette question très générale à partir de quelques exemples, puisque j'étais locataire pour Périgord Habitat de mission de maîtrise d'œuvre, c'est bien dit, ou de mission de réflexion, pour reprendre votre terme. Et donc j'ai eu l'occasion, effectivement, sur plusieurs opérations, d'avoir à réfléchir sur le devenir de logements sociaux et de comprendre comment ils avaient été construits à l'époque pour pouvoir peut-être les rénover ou quelquefois poser la question de leur maintien ou de leur densification. Voilà. Donc on a réfléchi sur trois sujets que je voudrais vous présenter. Si on peut avoir une image... Oui, elle est derrière moi, elle est là. Voilà, pour juste mettre en rapport cette question de l'évolution du logement social, 1934, l'opération Ribot-Siegfried, 84 logements dans le quartier Ozone, à Périgueux. Et la question est posée de la rénovation. 1967, les Monts-Doux, on est sur la même rive de l'île, 185 logements, et là la question a été posée du renouvellement urbain. C'est-à-dire, quand on dit renouvellement, ça veut dire qu'il y a une partie qui va peut-être être démolie, il y a une partie qui a été démolie, en l'occurrence, mais quand on s'est posé la question, effectivement, c'était pas aussi évident que ça d'aller jusqu'à ce niveau-là d'intention et d'action sur le territoire. Et puis une petite opération qu'on a réalisée en tant que maître d'œuvre, là aussi donc pour Périgord Habitat, qui est construire 10 logements supplémentaires dans le bourg de Coursac. Voilà, c'est vraiment trois époques très différentes. Donc on intervient pour la rénovation, le renouvellement urbain ou la construction. En 1934, il y avait 40 millions d'habitants en France. C'était une période un peu tendue, socialement aussi. Il y avait une guerre qui se préparait, mais il y avait aussi, ce qu'on a dit tout au début, un certain nombre de lois qui avaient été promues et qui ont aidé à ce que des coopératives ou des municipalités prennent en charge du logement social. On concevait le logement social presque comme de l'habitat bourgeois, on va dire, en centre-ville. Donc il y avait, on va voir sur l'image suivante, si vous voulez bien, où se situaient ces trois opérations. Pour Ribot, on venait créer des rues. Voilà, donc la première chose, c'est que depuis toujours, je pense, le logement social a fabriqué la ville. Et là, encore plus, puisqu'on fabriquait une rue dans des champs, dans des champs potagers de la courbe de l'île, donc des bonnes terres d'ailleurs en l'occurrence. Et puis autour de cette opération-là, en même temps, se construisaient un certain nombre de maisons individuelles ou d'autres maisons groupées. Les Monts-Doux, on est venu également sur des terrains inondables cette fois-là, mais construire un îlot. Et c'était 185 logements d'un seul coup en 1967, et c'était des logiques aussi d'héberger. De donner des logements à des ouvriers, je crois du timbre à l'époque, effectivement. Donc il y avait un besoin, effectivement. Donc et puis c'était aussi 1967, l'époque de la fin de la colonisation en Afrique, et donc il y avait aussi des retours en France de gens qui avaient besoin d'habiter dans les villes. Et puis Coursac, la problématique, elle était plus simple, mais c'est la problématique de centre-bourg que mon voisin vient d'évoquer. C'est comment conforter un centre-bourg en amenant du service, une maison de santé, une crèche, et puis un peu plus de logements aussi, pour que dans cette commune très éclatée sur son territoire, il y ait une centralité qui se marque un peu. On peut passer à l'image suivante. Pour montrer un peu des plans de masse. Voilà. Donc on a, elles ne sont pas à la même échelle, hein, bien sûr, mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les rez-de-chaussée dans les deux premières opérations ne sont pas habités. Et on est sur une façon d'organiser le logement social autour de sa cage d'escalier. La cage d'escalier, c'est le rapport à la ville, à la rue, et à partir de là, par palier, on a 2 logements. C'est le même système, et on peut penser d'ailleurs que le système proposé donc dès en 1934 a finalement sur beaucoup d'opérations d'ailleurs de Périgord Habitat fonctionné de la même façon.
de la même façon autour de la cage d'escalier. Ça a beaucoup d'avantages parce que ça permet de faire des logements ensuite, peu de logements par cage d'escalier, et puis ça permet de faire des logements traversants. Ça permet de relier aussi un niveau près du sol qui est le niveau des caves, le niveau des logements, et même pour 1934, le dessous de la toiture, les combles qui servaient de séchoir. Donc voilà. En 1934, il n'y avait pas d'eau courante dans les logements, et on avait au rez-de-chaussée, à la cave, un magnifique lavoir par cage d'escalier, et donc on descendait, laver son linge en bas, et on pouvait après soit le faire sécher dehors, soit le faire sécher sous les combles. Le chauffage central est arrivé après, on logeait et on chauffait encore les logements par les cheminées de chacune des chambres. En 1967, on a un chauffage central qui a été d'abord au fioul, puis au gaz, et puis aujourd'hui c'est le chauffage urbain qui est utilisé. Et on a le même principe avec un étage de plus, et on a oublié le toit, on est sur la toiture terrasse, la grande invention des années 50. À Coursac, pour notre petite opération donc de 5 logements, on a fait attention à ce que les rez-de-chaussée soient accessibles. On peut passer à l'image suivante et comparer les plans également. Donc les logements sont accessibles, l'organisation reste traversante, on a un escalier qui reste extérieur, alors que dans les autres, il est abrité dans le volume construit. Et on va arriver dans nos plans des petits ronds qui veulent dire qu'on se soucie aussi de l'accessibilité de ces logements et de la possibilité finalement d'accueillir des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. On a dans ces plans des années 1934 des pièces qui sont l'une à côté des autres, bien séparées par des murs de refend. La construction était traditionnelle, c'est des murs en moellon de pierre, c'est des planchers en bois. Et donc la question de la rénovation de ces logements s'est posée. Et quand on travaille sur ce type d'habitat, de construction, il faut y aller avec beaucoup de légèreté et prudence. C'est-à-dire où on a deux hypothèses. Soit on est un peu radical et on va tout démolir à l'intérieur, on va garder que les façades, et dans ce cas-là, on ne rentre pas dans les équations économiques qu'on nous demande. Et puis je pense qu'on n'est pas non plus dans la logique de réutilisation de l'existant. On est mauvais sur un bilan carbone, par exemple, aussi, quand on démolit tout. Donc là, on a fait un choix qui n'était pas forcément évident au départ, mais qui était de conserver les planchers bois, de les renforcer et d'être le moins impactant possible sur la construction existante. Sur les monts doux, quand on intervient sur les monts doux pour de la rénovation, c'est la rénovation thermique. Parce que la masse qu'on avait dans les murs de 50 ou de 35 cm, on ne l'a plus en 1967, on construit en béton. Et donc, il y a besoin d'isoler ces logements et de réduire la consommation des habitants. Et on aura très très peu de marge de manœuvre à l'intérieur des logements pour pouvoir recomposer les logements. Donc on avait des T4, on avait des T5, des T3, ça restera des T4, des T3, des T5, on ne pourra pas très facilement intervenir à l'intérieur de ces logements. Donc on voit aussi qu'on a des logements qui sont évolutifs et d'autres qui ne le sont pas. Voilà ce que je voulais dire sur les plans et sur la stratégie d'intervention, effectivement, quand on est architecte et qu'on nous demande de rénover. On voit que ce modèle donc, de la desserte par la cage d'escalier et par le demi-niveau ne permet pas l'accessibilité aux plus âgés. Voilà, donc il faut effectivement imaginer une politique d'attribution des logements différenciée peut-être selon les niveaux en fonction de l'âge des personnes pour que ça puisse être bien habité. Et puis il y a un point important aussi, c'est que dans l'évolution des modes de vie et l'évolution des attentes, il y a la question aussi des salles de bain qui sont arrivées. Il n'y avait pas d'eau, donc il n'y avait pas de salle de bain. Les salles de bain sont arrivées petit à petit pour le logement de 1934. Et aujourd'hui, effectivement, elles sont beaucoup trop petites par rapport à des usages. Donc une salle de bain qui faisait 3 mètres carrés, aujourd'hui, on doit en faire 6 dans un logement. Et quand on est en rénovation, effectivement, là, on a des interventions un peu plus importantes à mener. Dernière image, ou avant-dernière, on va passer peut-être sur cette image du plan d'ensemble de Ribot-Siegfried. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur ces images-là pour montrer que le logement social était, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, finalement assez proche d'un logement privé, bourgeois, centre-ville de Périgueux. Donc la belle porte d'entrée en bois, le lavoir, les grandes cages d'escalier lumineuses et les planchers en bois. J'ai posé la question, dans le cadre de la rénovation, peut-on conserver des planchers en bois dans du logement social ?
je pense que j'ai une petite idée de la réponse, mais ça veut dire qu'il faut effectivement peut-être aussi imaginer que dans ces logements-là, on aura peut-être un peu moins de qualité phonique d'un logement à l'autre si on conserve les planchers en bois. Voilà, il y a un certain nombre de qualités dans ces grands logements, dans ces grands volumes, ces grandes hauteurs. Et puis il y a peut-être un certain nombre de différences par rapport à ce qu'on peut attendre d'un logement construit neuf. Mais je pense qu'il faut l'accepter, parce que ça fait partie des plus et des moins du logement ancien. Il y a un équilibre parmi de nouveaux choix à venir, c'est ce que vous voulez nous expliquer. Et tout ça, c'est contraint à la fois par des choix économiques, effectivement. Il faut savoir que ces logements sont aujourd'hui pour une grande partie vacants, et il faut absolument les remettre sur le marché du logement social, parce qu'ils sont vacants parce qu'on a des salles de bain trop petites et parce qu'ils sont mal isolés et parce qu'il y a un certain nombre d'actions à mener, mais elles peuvent être très très minimes et en tout cas suffisantes pour redonner de l'attractivité et l'envie d'habiter dans ces grands logements. Dernière petite image, et j'arrête avec un plan. Désolé, les architectes parlent par les plans existants et projets, simplement pour montrer qu'on va passer du T3 au T2 et on va passer du T4 au T3 en récupérant 2 pièces qui font 14 et 14 mètres carrés pour faire un grand séjour cuisine et en augmentant les salles de bain. Donc on a dans ces logements de la rue Ribot la possibilité d'intervenir et on va proposer également des balcons. Les balcons, c'est ce qu'on a fait dans une première partie de l'opération. Et c'était juste après le Covid, et on a compris à ce moment-là qu'on avait besoin dans ces logements aussi d'espace extérieur. Et on va proposer également ces solutions-là pour la rénovation de ces logements et renforcer ainsi leur qualité. Merci Christophe Libaud. Ah, alors oui, puisqu'on parle de construction, oui, on me dit dans l'oreillette que nous sommes en duplex avec Séverine qui est chargée d'opération à Périgord Habitat. Séverine. Oui, Séverine, vous êtes en direct d'un chantier qui a été dernièrement livré à Douzillac. Oui, tout à fait, Yoann. Donc, je suis sur la commune de Douzillac, une commune de 800 habitants, tout proche de Saint-Astier, où se trouvent toutes les commodités pour une famille. Ici, Périgord Habitat a construit 5 maisons individuelles du T3 au T4, avec jardin. Le choix de la maison individuelle a été fait pour répondre à la demande locative, mais aussi pour s'insérer effectivement dans l'environnement qui est quand même en zone rurale. Ici, la demande de location est forte et trouve facilement preneur. Ces 5 maisons vont du coup accueillir autant des jeunes actifs que des personnes un peu plus âgées, ce qui permet aux habitants de rester sur le territoire. Ce projet montre qu'on intervient sur tout le département et pas seulement dans les grandes villes. D'ailleurs, s'il y a des maires dans la salle et qu'ils souhaitent développer leur offre locative, je les invite à nous solliciter. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle une perche tendue. Prépare les carnets de commandes. Valérie Dupuis, bonjour. On voit que l'un des sujets, c'est aussi la qualité des projets. On a parlé de comment habiter sans logement. Là, on va pouvoir parler avec vous de qualité des projets. Vous êtes directrice du CAUE. Alors, à l'échelle du département, comment vous parvenez à accompagner les collectivités pour améliorer justement ce critère de qualité des projets ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, on accompagne les collectivités, mais je dois dire que depuis plus de 20 ans, on accompagne régulièrement aussi la réflexion avec Périgord Habitat. Et j'ai le souvenir d'il y a 10 ans, il y a un ouvrage qui a été réalisé qui s'appelait HLM au rythme de la ville. Périgueux, c'était sur la ville de Périgueux. Et pourquoi je parle de cet ouvrage ? Parce que justement, en travaillant architecte, paysagiste et urbaniste sur cet ouvrage-là, on a fait finalement un reportage de toutes les générations d'habitat qu'il y a eu sur Périgueux. Et en fait, on se rend compte qu'une opération de logement social, c'est créer ou rénover une portion de ville, de quartier ou de bourg. Elle participe pleinement à la vie de ces lieux et construit un récit et une identité pour la collectivité. Donc, mon premier propos, ça sera de parler de cette force de l'écriture architecturale qui donne un caractère au lieu. Elle date les époques de construction, vous l'avez tout à fait bien évoqué au travers de ces 3 exemples. L'histoire des HLM de 2026 à nos jours rend compte des différentes générations d'habitat, que ce soit en ville, mais aussi en milieu rural. C'est un véritable palimpseste, ça donne son caractère identitaire. Regardez le volume, la façade, la peau de ces logements, la taille et le rythme des ouvertures sont autant de critères qui révèlent l'époque et le statut de l'habitat. Et je pense que tout locataire est attaché justement à ce caractère identitaire, à son logement, mais aussi au quartier auquel il appartient.
Mais voilà, c'est un point de vue, mais par souci d'économie financière et en faveur de l'amélioration énergétique, les dernières générations de bâtiments sont de plus en plus compactes. Leurs façades se simplifient. Ainsi, le caractère architectural de ces nouveaux bâtiments se lisse et se standardise. Donc, d'où l'importance de rénover le parc des anciennes générations, avec une attention toute particulière pour conserver son écriture architecturale. Et en Dordogne, on est riche de ça, de cette écriture architecturale, de ce parc ancien. Et il me semble qu'il faut être assez militant pour justement rénover au cœur de nos bourgs, au cœur de nos villes, ce bâti ancien. Pour autant, le bailleur social, c'est également un laboratoire d'idées, de la construction et des nouveaux lieux de vie, mais toujours avec une contrainte économique toujours plus prégnante. Les arbitrages sont toujours délicats. Au-delà du logement, le traitement du pied d'immeuble, les abords de la construction, les jardins, les accès, les lieux de détente sont autant de sujets qui traitent du bien vivre ensemble. Et son intégration dans le tissu urbain ou rural aussi. Un autre point peut-être on n'a pas suffisamment abordé, c'est la question de la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Elles doivent être mises en avant, en particulier sur la question de l'aménagement des extérieurs. C'est sûr, il y a effectivement le bâtiment, mais il y a aussi ce pied d'immeuble que j'évoquais. Il est important d'aménager avec attention cet espace de transition vers le domaine public. Ce qu'on disait, dans beaucoup d'opérations, je pense à l'opération de renouvellement urbain de Coulommiers-Chamiers, les Monts Doux, l'espace extérieur du patrimoine de Périgord Habitat appartient aussi à la collectivité, est traversé par la collectivité. Et ce sont des lieux de repère dans un quartier. Donc d'où l'importance de ce travail partenarial que vous faites régulièrement avec les collectivités et des arbitrages aussi importants sur la vie du citoyen. Donc, en effet, au fil des époques, le pied d'immeuble s'est fortement minéralisé au profit du stationnement et souvent pour minimiser aussi l'entretien des abords. Tout cela, finalement, conduit à de véritables îlots de chaleur. Imaginez les voitures stationnées en plein soleil toute la journée, dont la chaleur de l'habitat peut monter jusqu'à 55 degrés. On a fait des prélèvements régulièrement et on voit que 55, parfois c'est 60 degrés, pendant les canicules régulières que nous subissons. Donc les lieux de détente, s'ils existent, sont désertés l'été. Les sols imperméabilisés conduisent aussi également à des remontées capillaires dans les immeubles. Donc on pourrait citer plusieurs préoccupations que l'on voit au fil du temps. Dans cet espace de transition, des abords des immeubles a perdu sa convivialité et son agrément. Ainsi, les abords des ensembles collectifs ou des pavillons sont de moins en moins qualitatifs et restent fonctionnels. Remettre l'arbre climatiseur naturel au cœur des aménagements, désimperméabiliser, penser le chemin de l'eau, tout cela favorise un meilleur confort d'été pour le logement et contribue à la création de l'îlot de fraîcheur dans nos bourgs et dans nos villes. Donc voilà, je voulais faire aussi la part belle, on va dire, un peu à ces espaces extérieurs. Actuellement, on travaille avec Périgord Habitat sur les hauts d'Agora. Et les hauts d'Agora a fait... il y a eu une enquête, c'était l'association Ouidir qui a fait aussi un ouvrage et qui a rapporté l'importance de ces espaces extérieurs, d'un arbre qui était au pied des immeubles et qui était le lieu où se rassemblaient les jeunes de cette cité. Donc voilà, raconter un récit aussi autour de ces pieds d'immeubles, c'est aussi important, et ne pas laisser la place qu'à la voiture, qu'à, on va dire, les déchets, enfin les poubelles au pied de... parce que c'est fonctionnel. Voilà, raconter une autre histoire pour les habitants au niveau de ce pied d'immeuble aussi est un enjeu, je pense, pour l'avenir. On y parvient à concilier contrainte et qualité ? Alors, si vous me répondez non, c'est la fin de la matinée, ça ne m'arrange pas. Contrainte et qualité, tout à fait, mais c'est un jeu d'acteurs en fait qui est vraiment important, c'est-à-dire mettre autour de la table la collectivité, l'ingénierie locale. Je pense que voilà, ces réflexions et ces innovations, on les crée ensemble. Mais c'est surtout de préserver aussi l'identité locale. L'identité locale, on l'a dit dans les précédentes interventions, elle est déjà porteuse de projets en elle-même. Donc respecter les lieux, respecter l'histoire de ces lieux, donne des solutions et de qualité, et en crée. Merci Valérie Dupuis. Alors, une fois ces orientations posées, va se poser une nouvelle question, celle de la mise en œuvre concrète qu'on va voir avec vous. Sylvain Marmande, bonjour. Vous êtes directeur du pôle aménagement du territoire à l'ATD. Alors, pour quel type de projet vous aidez les collectivités ? Pourquoi, plus exactement, pourquoi elles vous sollicitent ? Est-ce qu'on parle plutôt de construction ou de réhabilitation ?
Merci Johan, bonjour à tous. Alors l'agence technique départementale de la Dordogne a été créée en 1983 par le Conseil général. Nous sommes un petit peu plus jeunes que le logement social en Dordogne, mais depuis plus de 40 ans, effectivement, nous accompagnons toutes les collectivités de Dordogne dans leur projet de construction, de rénovation ou d'aménagement d'espaces publics. Donc on accompagne plus de 500 communes, je ne dirais pas chaque année, mais potentiellement 500 communes. Et on voit dans tous les territoires ruraux que nous accompagnons ce manque cruel de logement. Le président Jérémy Alpero l'a dit tout à l'heure dans son propos introductif. Tous les élus avec qui nous travaillons nous disent qu'effectivement, il y a beaucoup de Périgourdins qui cherchent à se loger. Il y a des communes en Dordogne qui ont moins de 50 habitants. Et tous les élus avec qui nous travaillons sont investis par cette volonté d'attirer de nouveaux habitants, de créer des logements, parce qu'il en va de l'attractivité des territoires, du maintien des équipements, du maintien des services publics, du maintien des écoles parfois. Donc nous sommes sollicités très régulièrement pour rénover des logements. Effectivement, la plus grande majorité des études que nous produisons concernent des rénovations de bâtiments. On se rend compte qu'on peut créer des logements à peu près dans tout type de bâtiments. À peu près tous les bâtiments vacants que l'on voit dans nos villes ou dans nos villages peuvent potentiellement devenir logements. Et c'est là que vous intervenez. Exactement. Et donc nous aidons les élus, nous aidons les collectivités à imaginer de nouveaux usages à leurs bâtiments, à créer des logements dans l'ancienne école ou dans l'ancienne mairie, voire dans des bâtiments industriels. Donc à peu près quasiment tous les bâtiments se prêtent à créer des logements. Mais il faut savoir que le logement social, c'est quand même le seul métier où le terme de vacances est un terme crispant. Exactement, c'est un réel problème. Quand on parcourt la Dordogne, on voit de nombreux bâtiments qui sont désaffectés, qui sont vacants, parfois depuis de très nombreuses années, qui peuvent se prêter à créer des logements. Bien sûr, ça représente de nombreuses contraintes, notamment des contraintes techniques. On l'a vu tout à l'heure avec notamment la résidence Ribot. C'est forcément plus facile de créer des maisons neuves ou des logements neufs. Avec la problématique de la zéro artificialisation nette, forcément, on est obligé aujourd'hui de réfléchir avec l'existant, de travailler sur l'existant, de reconstruire sur ce qui était déjà artificialisé. Donc ça oblige forcément les professionnels à repenser la façon de concevoir. Les architectes, depuis que le logement existe, forcément se sont emparés de ce problème et de nombreuses réalisations présentent des solutions vraiment très intéressantes, notamment en Dordogne. Il y a aussi bien sûr toutes les problématiques environnementales. La première réponse, bien sûr, c'est de rénover avant de construire. On a parlé tout à l'heure du bilan carbone. La rénovation d'un bâtiment, forcément, un impact carbone beaucoup moins lourd qu'une construction neuve. Et puis il y a aussi la question de la reconstruction. Alors aujourd'hui, on ne va pas refaire ce qui a pu être fait dans les années 50 ou 60. Les Périgourdins connaissent la place Mauvard et les rues Neuves qui ont été démolies sans ménagement pour construire l'hôtel Ibis et le grand parking que l'on connaît aujourd'hui, aménager le grand parking que l'on connaît aujourd'hui. Mais dans les centres historiques de nos villes ou de nos villages, c'est aussi parfois déconstruire pour amener de la qualité aux habitants, pour aérer l'espace de manière quasiment chirurgicale. On ne va pas y aller avec une main trop lourde, mais ça permet aussi parfois d'aménager des immeubles qui n'étaient pas forcément très agréables, pas forcément attirants pour des habitants, pour donner un peu d'air, pour créer des espaces végétalisés, comme l'a dit tout à l'heure Valérie. Il y a aussi beaucoup d'architectes qui se sont emparés de ce sujet, notamment Simon Tessou, l'atelier du Rouget dans le Cantal, qui dans des villages minuscules accompagne les collectivités pour créer des logements, parfois en démolissant ou en reconstruisant des habitations qui étaient vraiment trop vétustes. On peut tout transformer pour en faire des logements ? C'est simple, entre guillemets.
Alors, ce n'est pas simple, forcément, c'est très contraignant, mais on a beaucoup d'exemples, effectivement, alors le plus courant, forcément, c'est l'école qui vient de fermer, les élus se disent on pourrait aménager l'ancienne école pour créer des logements. Il y a eu l'année dernière un séminaire organisé par la DSDEN et le service de l'éducation du conseil départemental de la Dordogne autour de l'avenir de l'école en milieu rural en Dordogne et la problématique de la fermeture des écoles. Non seulement comment fait-on pour attirer de nouveaux habitants et pour essayer de maintenir au maximum les classes dans nos villages, mais aussi une fois que l'école a fermé, que fait-on de ce patrimoine, que fait-on de ces bâtiments? Donc on a échangé sur tous ces sujets. Des exemples, par exemple, l'école de campagne qui a été du village de campagne qui a été transformée en tiers-lieu pour redonner, maintenir la vie dans le village et forcément attirer de nouveaux habitants. Et puis l'école de Salon, par exemple, qui est fermée depuis de nombreuses années aussi, qui est transformée en logement. Enfin, on a partout des exemples comme ça de bâtiments anciens qui se prêtent parfaitement à accueillir du logement. Et à quelles contraintes techniques vous êtes confrontés? Alors il y a forcément toutes les contraintes réglementaires. Il peut y avoir des contraintes d'accessibilité. On a parlé tout à l'heure de mixité sociale, d'accueillir des habitants dans toute leur diversité. Ça peut être créer des logements pour des personnes âgées, donc forcément avec des difficultés pour accéder au logement. Ce sont aussi forcément des contraintes économiques. On en a tous conscience. Des contraintes environnementales, mais aussi le rôle de l'ATD, c'est d'accompagner les élus et de promouvoir la qualité environnementale dans les logements, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les logements rénovés, mais aussi construits bien sûr, soient les plus vertueux possibles. Et quand on rénove un bâtiment ancien, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés, bien sûr, quand cela est possible, des solutions écologiques les plus vertueuses possibles. Alors bien sûr, ça a un coût. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas plus économique de rénover un logement plutôt que de construire un logement neuf. C'est une fausse idée de croire que la rénovation est plus économique que la construction d'un bâtiment neuf. Ouais, vous nous parliez des bénéfices en termes d'impact environnemental. C'est un autre sujet quand on parle du financement. Exactement. Mais il faut voir aussi la qualité des habitants, la qualité de vie des habitants et le confort que l'on va apporter aux habitants en rénovant un logement avec des solutions les plus vertueuses possibles. Alors là, vous nous parlez de la conception. Comment vous associez à ça la notion de l'usage qu'en feront justement les locataires? Oui, alors là aussi, c'est un sujet que forcément Périgord Habitat connaît bien et vous êtes confronté au quotidien à l'usage des logements. On ne connaît pas les locataires pour lesquels on rénove un logement, donc on est obligé de faire en sorte, quand on rénove un logement, que le logement soit adaptable à la plus grande diversité des usagers, des locataires. On a eu, hélas, quelques retours un peu compliqués sur des logements rénovés de manière écologique, avec des matériaux biosourcés, avec des enduits à la chaux, avec des poêles à granulés par exemple. Et certains élus nous disent que ce n'est pas forcément très adapté à du logement locatif ou à du logement social. Donc il faut aussi là parfois voir où est-ce qu'on met le curseur, jusqu'où va-t-on dans l'ambition environnementale et faire en sorte que les logements soient bien sûr les plus confortables possibles mais adaptés au plus grand nombre. Merci Sylvain Normande. Merci également à Valérie Dupice, Christophe Libaud et Flavien Bézy. Je vous propose de passer du fauteuil jaune au fauteuil rouge. Merci.